Le nom de Robert Fowler est synonyme de diplomatie canadienne. À l'âge de 25 ans, le jeune homme se joint aux affaires étrangères. Il est d'abord affecté à Paris et ensuite aux Nations unies à New York. Petit à petit, il monte les échelons. Il conseille les premiers ministres Trudeau, Turner et Mulroney en matière d'affaires étrangères. En 1995, Robert Fowler devient ambassadeur du Canada à l'ONU et de 1999 à 2000, il représente le Canada au Conseil de sécurité. La passion de Robert Fowler, c'est l'Afrique. Il y va pour la première fois à l'âge de 19 ans pour enseigner l'anglais au Rwanda. Bien des années plus tard, il est considéré comme un expert de la situation politique et humanitaire du continent. Et il est appelé à conseiller plusieurs premiers ministres sur la question. 2 ans après sa retraite, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui demande de mener une mission de paix au Niger. Mais quand M. Fowler remet les pieds en Afrique en septembre 2008, il ne peut pas s'imaginer l'enfer qui l'attend. Le 14 décembre, M. Fowler et son associé Louis Gay sont enlevés et gardés prisonniers pendant 4 mois aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la plus grande branche d'Al-Qaïda au monde. Cette épreuve a transformé le diplomate chevronné pour toujours et elle lui a rappelé l'importance de sa famille, de son épouse Mary et de leurs 4 filles. Ces 4 mois de captivité, Robert Fowler les a mis sur papier dans le livre « Ma saison en enfer », publié chez Québec Amérique. Monsieur Fowler, bonjour. Bonjour, Gisèle. Dites-moi, parlez-moi en fait de la première fois que vous avez mis les pieds en Afrique. J'étais très jeune. J'étais étudiant à McGill. J'aimais pas tellement ça. J'étais pas tellement ma vie. C'est peut-être ce qui arrive à l'âge de 18-19 ans. Mais alors, j'avais rencontré un Canadien très fameux, le père dominicain Georges-Henri Lévesque, lors d'un cocktail. Le père Lévesque m'a invité de venir au Rwanda, enseigner à l'université que lui, il avait fondée l'an auparavant. Alors, je suis allé au Rwanda. J'avais aucune idée où c'était le Rwanda. Mais sur une carte, je l'ai trouvé là, au centre. Et puis, j'ai enseigné l'anglais. Justement, est-ce que c'est à partir de ce voyage-là où vous avez eu le goût de voyager et de faire partie de la diplomatie canadienne des affaires extérieures? Ben, c'est certainement ça qui m'a donné le goût de vivre, de découvrir l'étranger, surtout de découvrir plus de l'Afrique. Mais j'ai dû revenir pour avoir ce que mon père appelait ma carte syndicale de collet blanche, un degré universitaire. Alors, ça, je l'ai pris de Queens, et puis je suis entré dans la fonction publique tout de suite après, mais à l'ACDI, pas aux affaires extérieures. Après 1 an à l'ACDI, j'ai trouvé que l'ACDI a été un peu trop missionnaire pour mes goûts. J'avais un sens de l'aide au développement un peu plus, moi je dirais, pratique. Alors j'ai pris les examens des affaires extérieures et après 1 an, je suis rentré comme jeune agent de service extérieur. Vous avez passé quand même plusieurs années à l'ONU. Oui. Vous étiez pendant plusieurs années vu comme étant notre homme à l'ONU. Oui, quel est le souvenir que vous gardez de ces années-là? J'ai fait 2 stages aux Nations unies et tous les 2 ont été axés sur le Conseil de sécurité. Quand j'avais 11 ans, mon père m'a amené, alors ça il y a longtemps que ça, mon père m'a amené aux Nations unies et il m'a présenté au Ralph Bunche, qui était un grand diplomate américain. Et même de ce moment-là, de marcher dans les coulisses des Nations unies m'a touché. L'idée que c'était la grande souk, le marché où tout le monde y est, tous les pays au monde représentés, les grands, les petits, les puissants, les pauvres. Et j'ai trouvé cette idée très attachante. La réalité est moins attachante. En 2008, je pense que vous étiez déjà à la retraite
quand Oui. le secrétaire général Ban Ki-moon Oui. de l'ONU vous a demandé Oui. de diriger une mission de paix au Niger. Oui. Vous avez dit oui. Pourquoi? C'est un peu osé pour moi de le dire, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour entreprendre une telle mission. On aurait pu dire que j'ai passé 40 ans en préparation d'une telle mission. Quand j'étais au Conseil de sécurité 2 fois, une fois comme le chef, je me suis engagé en plusieurs missions comparables, mais de l'autre côté. Mais Niger, c'était un des rares pays de l'Afrique où je n'avais pas mis le pied, jamais. La mission comme telle n'était pas tellement compliquée. Mais il y avait une rébellion Touareg dans le nord de pays qui... Le Niger, c'est le 3e pays le plus pauvre au monde, avec une population qui explose. Et déjà, aujourd'hui, 65% de la population crève de faim. Cette rébellion l'écrasait encore plus, ces 20 millions de personnes. Est-ce que vous étiez conscient d'un danger au Niger? Non, parce qu'il n'y avait pas de danger. Il y avait, quand au nord, là, lors de où se passe la rébellion, il y avait un danger et j'étais très bien protégé. Mais lui et moi, nous étions pris dans le 8% de pays qui est coloré en vert sur les cartes onusiennes. Nous étions pris à la place près du fleuve Niger où l'ambassade canadienne faisait des pique-niques les week-ends, à côté de plus grandes bases militaires du pays. Et peut-être, vous allez trouver amusant, nous étions pris à côté d'un tout petit village qui s'appelle Karma. Vraiment. Il y avait un mauvais karma cette journée-là. Oui, mais en tout cas. Alors, nous étions à 35 km du capital. Et c'était sur la route que tout le gouvernement devait traverser en 2 jours pour célébrer le 50e anniversaire d'indépendance. Alors, non, c'était une zone sécuritaire. C'est très clair, mais on ne l'a pas su pour plusieurs mois, qu'on était visé. Et quelqu'un nous a fourni au Al-Qaïda. Alors, eux, ils nous ont pris 500 km plus au sud qu'ils n'avaient jamais opéré auparavant. Racontez-moi l'enlèvement. Alors, ce jour-là, c'était un dimanche. On avait eu des rencontres vendredi, on avait d'autres prévues pour lundi et mardi. Alors, on avait décidé de visiter les parages, incluant une mine d'or canadien à 100 km au nord-ouest de Capital. En rentrant de cette visite aux mines, on avait espéré que les revenus miniers pourraient graisser un accord éventuel entre les Touaregs et le gouvernement. Louis était au téléphone, parlant au chef d'office canadien pour arranger notre dîner ce soir-là. Et soudainement, un camion nous a dépassés. Tout de suite, après nous avoir passés, il nous a coupés. Notre chauffeur onusien a essayé de repasser le véhicule en avant, un camion, et il s'est déplacé pour nous bloquer encore une fois. Alors tout de suite, j'ai su que c'était pas bien. Et finalement, ils nous ont arrêtés, forçant notre chauffeur à freiner. Et tout de suite, il y avait 2 Kalachnikov pointés dans la gueule de notre chauffeur à distance de 3 mètres. Ils nous ont arraché du véhicule, jetés dans le camion, et c'était le début de notre descente en enfer. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la nouvelle? Au début, on nous disait qu'il va peut-être être là pendant 2-3 semaines. Quand on a entendu que c'était Al-Qaïda, c'est sûr il fallait repenser un petit peu. Ouais. Quelque chose comme ça, on était
pas vraiment bien préparés à savoir quoi faire. En fait, notre père nous a appelés un jour. Ben, l'appel était triste. Quand vous avez finalement réussi à rejoindre votre fille après tout ce temps-là, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était très dur. Après, quand on avait fini avec le sérieux, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire, sauf adieu. On s'est parlé pendant tellement de temps qu'après un certain temps, on était à ça ou on avait plus rien à dire. Non, c'est vrai. Monsieur Fowler, parlez-moi des conditions de votre captivité. Vous étiez dans le désert, il faisait chaud et vous bougiez beaucoup. Oui et non. Nous étions à 1000 kilomètres, plus ou moins. Je ne sais pas exactement où nous étions, mais plus ou moins 1000 kilomètres au nord de Timbuktu. Pour la grande population du monde de l'Ouest, Timbuktu, c'est la définition de lointain. Et on était 1000 kilomètres plus loin que lointain. Et on était en plein centre du désert du Sahara. Alors, le désert, ça, c'est un désert plus large que les États-Unis. Ça nous a pris 5 jours pour arriver là où il voulait. Et là, nous avons resté 56 jours dans la même place. Alors ça, c'est, avec les 5 jours, c'est plus ou moins la moitié de notre captivité. Et la deuxième moitié, on était en 23 différentes places. Saviez-vous à qui vous aviez affaire? Saviez-vous à ce moment-là qui étaient vos ravisseurs? 12 heures après notre enlèvement, on avait fait un très dur off-road trajet. Alors, on a arrêté juste avant l'aube. Moi, j'avais mal au dos, je ne pouvais pas m'étendre, alors je marchais. Et un de nos ravisseurs, qui s'appelait à cette époque le Sénégalais, lui, il faisait du thé dans le sable, comme ça. Alors, je voulais avoir un verre. Alors j'ai passé par... Et lui, il m'a regardé d'en bas pour dire, est-ce que vous avez déniché qui nous en sommes? Alors j'ai dit non. Alors il dit, nous sommes Al-Qaïda. Ils nous ont dit très clairement, vous êtes des prisonniers de guerre, vous n'êtes pas des touristes de passage qu'on a pris comme ça. Vous êtes l'ennemi, vous représentez l'horrible Nations Unies, cette organisation qui veut détourner les cerveaux de jeunes musulmans. En fait, dans un certain sens, ils nous détestaient personnellement, physiquement. Quand nous étions dans le camion, 3 personnes dans 2 sièges en avant, alors, et les épaules frottaient contre les leurs, ils étaient presque visiblement malades. On était des gens dissipés de l'Ouest, d'une religion qui ne respectait pas, des mœurs qui ne respectaient pas, et que nous étions tous des perdus, des damnés par Dieu. Vous parliez de la fois où vous êtes amené dans cette tente pour la vidéo preuve de vie. Ça s'est passé à quelques reprises. Et c'était des moments très tendus pour vous, ça, n'est-ce pas? Toujours très. Parce que dès que je voyais une tente et une caméra, je pensais tout de suite à votre collègue Daniel Pearl. Il s'est fait décapiter. Voilà, un journaliste Wall Street Journal qui, en 2002, a été décapité par Al-Qaïda à Karachi, au Pakistan. Et devant les caméras. Et plus de demi-million de personnes l'ont vu sur YouTube. Moi, je ne l'avais pas vu, mais on me l'avait décrit, qui était peut-être pire. Mais alors, chaque fois que je voyais cette tente, il y avait 4 vidéos, 3 faites dans une tente, l'autre à l'extérieur. Mais les 3 vidéos dans le tente, chaque fois que j'entrais dans le tente, je regardais par terre pour voir s'il y avait du plastique sur les tapis. Vous avez été libéré après 130 jours. On sait que le président du Mali était impliqué là-dedans. On sait que le président du Burkina Faso était impliqué là-dedans, dans votre libération. Qu'en est-il du Canada? Honnêtement, je ne sais pas.
Aucun agent de gouvernement m'a jamais parlé de ce qui s'est passé, de comment ils ont su, quand ils ont établi leur task force, qui a été très grand et très important, quel était le déroulement des négociations, etc. Et ils ne m'ont jamais dit. Le Premier ministre a dit très clairement lors de notre libération que le Canada n'a pas payé de rançon et n'a pas libéré les prisonniers. OK. Je n'ai pas de raison à ne pas le croire, mais je dis très clairement dans le livre que je suis là avec vous, pas pour mes beaux yeux bleus. Ils ont eu quelque chose. Lui et moi, on discutait constamment comment est-ce qu'on va sortir de là. Nous avions eu 75 ans d'expérience de l'analyse géostratégique entre nous. C'était nos métiers. Alors lui disait, écoutez, éventuellement, ils vont avoir marre de nous, et ça c'est certain. Et éventuellement, ils vont nous libérer comme ça, en geste humanitaire. Alors moi je dis, c'est Al-Qaïda. Ils ne font pas de geste humanitaire. Ça détruirait leur trademark. Alors lui disait avec grande raison, alors quoi? Alors je dis, il faut qu'ils reçoivent assez. Il dit, c'est quoi assez? J'ai dit, j'ai aucune idée. Alors il y a bien que le Canada m'en dit rien, il y a beaucoup de reportages de presse, surtout de là-bas, surtout de Agence France-Presse et Associated Press. Selon leurs reportages, il y avait des prisonniers libérés au Mali et il y avait une rançon de payer. Un journaliste de Associated Press a trouvé un tas de documents dans une maison à Timbuktu, une maison supposément qui était le quartier général de Mokhtar Belmokhtar, qui était mon ravisseur. Et les documents étaient tous écrits à main, parce qu'ils avaient peur des communications électroniques, avec grande raison. Et un de ces documents, un document que je trouve absolument fascinant, qui était le document qui congédiait, qui renvoyait Belmokhtar de l'AQMI, de Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Et ils ont cité une douzaine de ces péchés, dont vous n'avez pas soumis vos comptes dépenses à temps. Et un autre de ces péchés-là a été décrit comme vous n'avez pas bien géré les négociations pour Gay et Fowler. Vous n'avez eu que 700 000 € pour les deux. C'est $1 million quand même. $1 million pour les deux. C'était jugé par eux pas suffisant. Ils auraient pu faire plus. Mais la chose la plus qui me donne toujours des frissons, c'était pas seulement vous n'avez pas eu assez d'argent, mais nous, on voulait leur utiliser pour faire sortir les Canadiens de l'Afghanistan. Alors, si ça a été revendiqué, je ne serais pas là. Il n'y a pas de doute. Parlez-moi de la libération et des retrouvailles. On attendait dans une petite chambre avec tous les autres enfants. On les entend arriver de l'autre côté de la porte. On entend sa voix et on n'a pas le droit de sortir de la chambre. C'est tellement bizarre. Il ne faut pas trop lui demander trop de questions. Il ne faut pas lui embrasser trop fort. Et on était comme... Sérieusement, ça fait 4 mois et demi, puis on peut pas lui parler. Je crois qu'il y avait une psychiatre qui leur a tous dit, surtout puisque ça fait 130 jours qu'on lui a donné des ordres constamment, alors il ne faut jamais lui donner des instructions. Mais malheureusement, ils ont tous oublié ces bons conseils. Oui. Voilà, exactement. Si on lui dit pas quoi faire, il va être très inquiété. Monsieur Fowler, au tout début de votre livre, vous dites que vous et votre associé Louis, que vous avez récolté ce que le Canada et ses alliés ont semé après les attentats du 11 septembre. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
C'est toute l'histoire de War on Terror, de la guerre contre le terrorisme. J'ai passé 10 ans de ma vie à New York. Nous avons eu plusieurs amis qui ont péri le 11 septembre. C'était une horreur inacceptable. Alors j'étais entièrement en faveur de répondre à cet acte pour démontrer clairement que le Canada, l'Ouest, nos alliés, ne pourraient jamais accepter une telle menace et qu'on devait sérieusement endommager les capacités d'Al-Qaïda de faire ces choses-là. Mais dès que la mission a changé envers la démocratie, l'anticorruption et de changer Afghanistan en Alberta, j'ai trouvé que c'était la folie pure. Mais il n'y a pas de doute que ce que nous avons fait, la manière que nous l'avons fait en Afghanistan, en Irak et en Libye, a certainement haussé la cote de Al-Qaïda dans le monde, a haussé la réputation des djihadistes à travers le monde. Et vous dites également dans le livre qu'on se trompe de penser qu'en éliminant Osama Ben Laden, qu'on a affaibli Al-Qaïda. En fait, ce que vous dites, c'est que Al-Qaïda n'a jamais été aussi fort, notamment en Afrique. Je trouve que oui. Et ce qu'on a vu dernièrement en Somalie, au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, au Niger, au Mali, pour moi, le prouve. Juste dernièrement, toute la publicité que cette horreur dans le mal de Nairobi a pu atterrir dans les médias de l'Ouest. Et c'était horrible ce qui est arrivé. Mais ces choses-là, ils arrivent 2-3 fois par semaine au nord de Nigeria. Mais ce n'est pas des Occidentaux, ce n'est pas des Blancs. Exactement. C'est ça la réponse. Alors, si Al-Qaïda, AQMI est si présent en Afrique, est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on s'est trompé de concentrer nos efforts en Afghanistan, au Moyen-Orient? On s'est trompé horriblement, parce que quand il s'agissait simplement d'endommager Al-Qaïda, la mission avait de sens. Mais quand la mission d'amener une démocratie occidentale en Afghanistan, nous sommes absolument convaincus que nos valeurs sont meilleures que les leurs. Mais eux, ils ne sont pas convaincus. L'orgueil qui nous a amenés à croire qu'on pouvait imposer nos valeurs à travers le monde est absolument ridicule. Ceci dit, en Afrique, le genre d'islam que j'ai connu si bien en Afrique a été toujours un islam doux, gentil, généreux, ouvert, qui est très menacé par cet islam salafiste, cet islam wahhabiste que j'ai connu de près. Et je trouve que nous devrions encore aider nos amis africains à résister contre cette menace salafiste. Mais comme vous dites dans votre livre, ces gens sont à la recherche d'une domination spirituelle. Oui. Il n'y a pas d'intérêts économiques ni territoriaux face à leur démarche. Alors, comment combattre ça? La réaction automatique des gentils Canadiens devant une telle menace, c'est de répondre « Ah, c'est toute une question de développement ». Et c'est pas vrai. Aucune de mes gravisseurs a été là parce qu'ils étaient simplement pauvres ou leur famille crevait de faim, ou ils étaient là parce que Dieu leur a dit d'y être et de prendre le sabre pour lutter pour lui. Ils ne veulent pas les choses que les guerres du passé, des dernières 1000 ans, voulaient accomplir. Ils ne voulaient pas des ressources naturelles, ils ne voulaient pas des marchés, ils ne voulaient pas simplement les territoires ou les empires. Ils veulent restaurer le grand califat. Ils veulent appliquer une féroce application de charia à travers le monde. Et pour les Canadiens, on voit ça
De l'extérieur, on dit « c'est loin, ça ne nous touche pas ». Est-ce que c'est le cas? Non. Et comment est-ce qu'on peut le prétendre? On a eu... Quand Belmokhtar, quand il a attaqué l'énorme usine de gaz naturel à Inanemas en janvier passé... En Algérie. En Algérie. Quand ils avaient tué 39 étrangers, otages étrangers, il y avait parmi ces djihadistes 2 jeunes Canadiens de Londres en Ontario, de son côté, avec lui. Après, ici au pays, il y avait des gens qui voulaient attaquer un train entre Toronto et New York. On a eu une attaque contre le Parlement en Victoria, en Colombie-Britannique. Il faut se rappeler que le Millennium Bomber, qui voulait exploser l'aéroport de Los Angeles, Ahmed Ressam, est venu de Montréal. Alors, comment est-ce qu'on peut prétendre que ça ne nous touche pas? Certainement. Après Boston, après le major américain qui a tué 11 soldats américains à Fort Hood, bien sûr, ça nous touche. Robert Fowler, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Ce qui arrive à l'âge de 18-19 ans. Mais alors, j'avais rencontré un Canadien très fameux, le père dominicain Georges-Henri Lévesque, lors d'un cocktail. Le père Lévesque m'a invité de venir au Rwanda, enseigner à l'université que lui, il avait fondée l'an auparavant. Alors, je suis allé au Rwanda, j'avais aucune idée où c'était le Rwanda, mais sur une carte, je l'ai trouvé là, au centre. Et puis, j'ai enseigné l'anglais. Justement, est-ce que c'est à partir de ce voyage-là où vous avez eu le goût de voyager et de faire partie de la diplomatie canadienne des affaires extérieures? Ben, c'est certainement ça qui m'a donné le goût de vivre, de découvrir l'étranger, surtout de découvrir plus de l'Afrique. Mais j'ai dû revenir pour avoir ce que mon père appelait ma carte syndicale de collet blanche, un degré universitaire. Alors, ça, je l'ai pris de Queens, et puis je suis entré dans la fonction publique tout de suite après, mais à l'ACDI, pas aux affaires extérieures. Après un an à l'ACDI, j'ai trouvé que l'ACDI a été un peu trop missionnaire pour mes goûts. J'avais un sens de l'aide au développement un peu plus, moi je dirais, pratique. Alors j'ai pris les examens des affaires extérieures et après un an, je suis rentré comme jeune agent de service extérieur. Vous avez passé quand même plusieurs années à l'ONU. Oui. Vous étiez pendant plusieurs années vu comme étant notre homme à l'ONU. Oui, quel est le souvenir que vous gardez de ces années-là? J'ai fait 2 stages aux Nations Unies et tous les 2 ont été axés sur le Conseil de sécurité. Quand j'avais 11 ans... Mais quand M. Fowler remet les pieds en Afrique en septembre 2008, il ne peut pas s'imaginer l'enfer qui l'attend. Le 14 décembre, M. Fowler et son associé Louis Gay sont enlevés et gardés prisonniers pendant 4 mois aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la plus grande branche d'Al-Qaïda au monde. Cette épreuve a transformé le diplomate chevronné pour toujours et elle lui a rappelé l'importance de sa famille, de son épouse Mary et de leurs 4 filles.
Ces 4 mois de captivité, Robert Fowler les a mis sur papier dans le livre « Ma saison en enfer », publié chez Québec Amérique. Monsieur Fowler, bonjour. Bonjour, Gisèle. Dites-moi, parlez-moi en fait de la première fois que vous avez mis les pieds en Afrique. J'étais très jeune. J'étais étudiant à McGill. J'aimais pas tellement ça. J'étais pas tellement ma vie. C'est peut-être... Le nom de Robert Fowler est synonyme de diplomatie canadienne. À l'âge de 25 ans, le jeune homme se joint aux affaires étrangères. Il est d'abord affecté à Paris et ensuite aux Nations unies à New York. Petit à petit, il monte les échelons. Il conseille les premiers ministres Trudeau, Turner et Mulroney en matière d'affaires étrangères. En 1995, Robert Fowler devient ambassadeur du Canada à l'ONU et de 1999 à 2000, il représente le Canada au Conseil de sécurité. La passion de Robert Fowler, c'est l'Afrique. Il y va pour la première fois à l'âge de 19 ans pour enseigner l'anglais au Rwanda. Bien des années plus tard, il est considéré comme un expert de la situation politique et humanitaire du continent. Et il est appelé à conseiller plusieurs premiers ministres sur la question. 2 ans après sa retraite, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui demande de mener une mission de paix au Niger. Mon père m'a amené, alors ça, il y a longtemps que ça. Mon père m'a amené aux Nations unies et il m'a présenté au Ralph Bunche, qui était un grand diplomate américain. Et même de ce moment-là, de marcher dans les coulisses des Nations unies m'a touché. L'idée que c'était la grande souk, le marché où tout le monde y est, tous les pays au monde représentés, les grands, les petits, les puissants, les pauvres. Et j'ai trouvé cette idée très attachante. La réalité est moins attachante. En 2008, je pense que vous étiez déjà à la retraite quand le secrétaire général Ban Ki-moon de l'ONU vous a demandé de diriger une mission de paix au Niger. Oui. Vous avez dit oui. Pourquoi? C'est un peu osé pour moi de le dire, mais j'avais